plus de 2500 morts en Iran depuis le début des manifestations il y a 15 jours. La première. Le peuple d'Iran ne tolère plus de dictature. J'ai besoin de repères. Le régime est au pied du mur, il n'a jamais été aussi fragile et il utilise la dernière arme qui lui reste, c'est la violence. Les clés. Le régime iranien va-t-il tomber? Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un numéro où l'on va tenter de comprendre ce qui se joue en Iran. Depuis plus de 15 jours maintenant, des manifestations se sont muées en soulèvements auxquels le régime répond de manière brutale et meurtrière. Alors quelles sont les raisons profondes de ce mouvement? Le régime des mollahs est-il sur le point de tomber? Quel rôle pourraient jouer les États-Unis de Donald Trump? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre, en commençant par faire le point sur la situation sur place. La première. Les clés. C'est une crise qui se déroule pratiquement à huis clos, puisque depuis quelques jours, les autorités iraniennes se sont arrangées pour couper au maximum les connexions avec le reste du monde. L'avocate franco-iranienne Shirin Ardakhani l'expliquait sur la première. Il devient de plus en plus difficile de savoir exactement ce qu'il se passe sur place. Cela fait 48 heures que je n'ai plus aucune nouvelle de mes contacts sur place. En réalité, cela fait depuis jeudi que le pays est plongé dans un blackout complet à l'initiative des autorités iraniennes qui ont donc coupé l'accès à Internet, de sorte que les Iraniens désormais sont véritablement plongés dans le noir. Jusqu'il y a peu, certains Iraniens parvenaient encore à communiquer avec leurs familles à l'étranger grâce au réseau satellite Starlink. Mais il semble que les autorités soient parvenues à brouiller aussi une grande partie de ces communications-là. Essayons néanmoins de comprendre ce qu'il se passe sur place. C'est le 28 décembre dernier que le feu de la contestation a pris. D'abord, dans le grand bazar de Téhéran, des commerçants décident de fermer boutique, excédés par l'inflation galopante née de l'effondrement de la monnaie iranienne. Je vois tous les jours des gens qui ne peuvent plus se payer certains produits. Ils ne prennent que le strict minimum, rien d'autre. Le prix d'une boîte de jus de fruits est passé d'1 euro à 2 euros. Les gens n'en achètent plus. Ils prennent juste un peu de pain, de lait et quelques œufs. Rapidement, la contestation s'étend. Elle gagne d'autres quartiers de la capitale, puis d'autres villes du pays. Dans un premier temps, les autorités iraniennes pensent pouvoir gérer ce mouvement lié à la crise économique. Mais très vite, on dépasse le simple mouvement d'humeur face à la hausse des prix et c'est le régime qui est pris pour cible par les manifestants. Des statues du guide suprême Ali Khamenei sont vandalisées et une partie de la foule crie « Mort au dictateur ». Alors, le 3 janvier, le régime change de stratégie et la réponse se fait brutale et meurtrière. Devant la morgue de Téhéran, des corps sans vie sont alignés. Le régime tire désormais à balles réelles sur les émeutiers et des milliers de manifestants sont arrêtés. Certains de ces manifestants scandent lors des rassemblements le nom de Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d'Iran qui vit en exil aux États-Unis et qui, ces derniers jours, n'a pas hésité à prendre la parole pour exhorter les manifestants à continuer et intensifier la lutte. Notre objectif n'est plus seulement de manifester en rue, mais de se préparer à s'emparer des centres-villes et de les contrôler. C'est le 8 janvier que les autorités de Téhéran décident de couper Internet. La situation réelle sur place devient donc de plus en plus difficile à établir, mais on sait que le mouvement de contestation continue
et que le bilan de la répression ne cesse de s'alourdir, certaines ONG parlent désormais de 2500 morts depuis le début des manifestations. Et pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue là-bas, Jonathan Piron est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran, chercheur au GRIP, professeur de relations internationales aussi à la Haute École Elmo. Alors, qu'est-ce qui se joue là, maintenant, selon vous, en Iran ? Est-ce que c'est potentiellement un tournant majeur pour la République islamique auquel l'on assiste ? C'est une séquence inédite en fait qui voit la concrétisation de ce qu'on sent et de ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est-à-dire une fracture énorme entre la population et le pouvoir en place, mais aussi une impasse. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la situation-ci où il y a un mouvement de révolte et de soulèvement qui aujourd'hui est à l'œuvre en Iran, mais où la population ne parvient pas encore à faire chuter le régime, puisque celui-ci n'a pas les défections, et où dans l'autre sens, le régime utilise l'arme de la brutalisation. C'est plus que de la répression, c'est de la brutalisation à l'égard de la population, mais dispose aussi de faibles marges de manœuvre pour se réformer parce qu'il ne le veut pas. Et donc toute la difficulté aujourd'hui est justement de savoir ce qui va se passer dans les jours, les semaines ou les mois à venir, parce que déjà nous n'avons pas d'informations, nous en avons très peu, nous avons des fragments, donc il faut reconstituer en fait une image à partir de ces quelques éléments. Mais aussi parce que toute une série d'autres acteurs entrent en mouvement, notamment sur la scène internationale. On voit les menaces de Donald Trump qui font que c'est une séquence historique, en fait, que vit l'Iran probablement depuis 1979. Tous ces éléments entraînent, en fait, un effondrement qui est en train de se réaliser à l'intérieur du pays. On a vu l'effondrement économique, l'effondrement social est présent aussi. Maintenant, c'est un effondrement politique, mais d'où l'issue reste incertaine. Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'une alternative démocratique va se mettre en place ? Mais il y a encore beaucoup d'inconnus là derrière. Est-ce qu'il va y avoir une militarisation du régime ? On sait que les gardiens de la Révolution le souhaiteraient peut-être, mais on se pose aussi des questions sur les leaders qui pourraient prendre la place. Est-ce qu'il va y avoir des réformes du système ? Mais on sait aussi que le cœur du régime, les ultra-conservateurs, refusent en fait de céder sur certaines lignes rouges. Et donc pour le moment, en fait, on vit les éléments, on voit les événements, mais il est encore très difficile de pouvoir prévoir la suite. Alors, essayons peut-être de comprendre les raisons profondes de ce qui s'est joué là. On l'a dit, c'est d'abord des questions plus économiques qui ont mis le feu aux poudres, mais tout cela s'inscrivait dans un contexte de malaise beaucoup plus profond de la population qui s'est déjà incarné dans d'autres mouvements de contestation, de révolte ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut décrire, au fond, la situation de la population en Iran pour expliquer comment ça a pu prendre à cette vitesse-là et comment, malgré la brutalisation du régime dont vous parlez, la contestation semble continuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique les raisons profondes, justement, de ce soulèvement ? C'est un épuisement de la part de la population, c'est de la colère, c'est du ressentiment. En fait, il y a un sondage qui avait été réalisé il y a quelques années par des institutions iraniennes. Ils le font assez régulièrement, tous les 5-6 ans, ce qu'on appelle l'enquête sur les valeurs de la population iranienne. Et parfois, le régime communique publiquement en fait les données. Et le dernier sondage qui a été réalisé il y a 2 ans, les informations n'ont pas été reliées publiquement. Mais le rapport a quand même fuité. Et dans ces éléments-là, on se rendait compte, notamment dans les chiffres qui étaient disponibles, que 90% de la population en Iran considère que le pays est dans une situation intenable, que ce n'est plus possible. Et 30% de la population iranienne était convaincue que le régime n'était pas capable de se réformer. Et donc on voit qu'il y a justement ce ressentiment politique, cette impasse en fait de la population à l'égard du régime qui est de plus en plus présente. D'ailleurs aussi un autre signe des chiffres qui sont à nos dispositions, c'est l'année dernière ont eu lieu des élections présidentielles anticipées et où il y a eu 60% de taux d'abstention, ce qui est inédit. Et donc on voit qu'une grande partie de la population ne croit plus en fait dans le régime, mais souhaite néanmoins que les questions sociales et économiques soient quand même travaillées. Or, l'économie est aujourd'hui profondément corrompue. On sait aussi que des grandes institutions comme les gardiens de la Révolution ou les fondations de religieuses sont exemptées d'impôts, avec donc une situation dans laquelle le taux de chômage explose, dans laquelle l'inflation dépasse allègrement maintenant les 40% et où les promesses qui ont été lancées notamment par le nouveau président réformateur Pezeshkian l'année dernière n'aboutissent pas. D'ailleurs, il y a eu une déclaration 2 semaines avant le début de la révolte dans laquelle Pezeshkian reconnaissait que sur les questions économiques ou environnementales, qui pèsent aussi durablement sur l'Iran, en fait, il n'avait pas de solution. Et donc, on se retrouve dans cette situation où la population est exaspérée
et où cet élément est celui, en fait, donc l'effondrement de la monnaie a été l'étincelle qui a fait exploser une poudrière qui était déjà bien présente. Et on sait aussi, depuis de nombreuses années, qu'il y a des séquences de contestation qui reviennent de manière régulière en Iran. Il y a eu évidemment le mouvement Mahsa Amini, Femmes, Vie, Liberté de 2022, dont on se souvient, mais également déjà en 2017-2018, des contestations fortes liées à la question sociale et économique. Aujourd'hui, on se retrouve néanmoins dans une situation inédite, de par notamment l'influence extérieure, mais aussi avec un soulèvement inédit par son intensité, et aussi une brutalisation qui démontre la volonté du régime de continuer à verrouiller le système et à empêcher toute alternative. Quand on parle de brutalisation plutôt que de répression, puisque vous avez fait justement cette différence, la brutalisation, ça sert aussi à envoyer un signal pour décourager toute contestation. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement s'en prendre à ceux qui manifestent, on veut montrer qu'on va être violent avec toute contestation pour essayer de faire peur à ceux qui voudraient continuer à se soulever ou rejoindre ceux qui se soulèvent. Tout à fait, c'est marqué aussi au fer rouge dans la mémoire de la population que regardez ce que nous sommes prêts à faire, donc n'osez pas par la suite vous révolter à nouveau. En fait, on peut faire des parallèles d'ailleurs avec la manière dont le régime Assad lui-même a réprimé la population. C'était vraiment avoir cette logique en fait de terroriser les personnes qui manifestent et aussi de dissuader celles qui pourraient manifester. D'ailleurs, avant-hier, il y a eu une diffusion sur la chaîne publique iranienne d'un reportage où on voyait un journaliste présent dans les morgues et où il montrait en fait aux caméras, regardez, ce sont des gens ordinaires qui se retrouvent dans ces sacs, pour justement bien montrer aussi à la population que nous n'avons même pas peur en fait de montrer les images. Et on voit aussi que les différents services de sécurité et l'armée régulière se sont en fait réorganisés et ressoudés autour du guide et du régime, ce qui montre aussi pour le moment qu'il y a très peu de brèches à l'intérieur et que donc le pouvoir en place va défendre avant tout le régime. Et donc tous ces éléments nous montrent qu'il y a cette volonté en fait qui est beaucoup plus forte que la répression et qui va certainement aussi laisser des traces à l'intérieur de la population, quel que soit le scénario. Et on espère qu'il va y avoir un scénario positif et démocratique qui pourra arriver dans l'Iran. Mais si jamais le régime parvient à reprendre le contrôle, c'est peut-être aussi un désespoir plus profond encore qui va s'installer dans l'esprit de la population iranienne. Et ça, ce n'est pas exclu à ce stade, quand on voit, vous nous l'avez dit, qu'il n'y a pas de vraie défection de personnages importants de ce régime aujourd'hui théocratique en Iran. Ça veut dire que pour le moment, le régime parvient à faire bloc en brutalisant, malgré cette contestation qui dure, malgré un soutien qui s'exprime aussi de plus en plus à l'extérieur de l'Iran. Pour le moment, on n'a pas de signe de fissure claire de ce régime. On sait qu'il n'a pas de solution, on sait qu'il est en crise profonde, qu'il est incapable, vous nous l'avez dit, de réformer l'Iran. Donc on a l'impression qu'à long terme, sans doute, il est menacé. Mais là, à court terme, il n'y a pas d'éléments qui laisseraient penser de manière claire qu'il peut s'effondrer. À ce stade, on n'en voit aucun. Le régime iranien, en fait, est un régime très particulier. C'est que, comparativement à d'autres dictatures, comme par exemple Assad en Syrie ou Saddam Hussein en Irak, il ne repose pas sur une famille, sur une faction. Il y a en fait un ensemble de milieux qui la composent, qui parfois aussi se font concurrence, qui s'opposent très fortement. Les ultra-conservateurs, par exemple, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir éliminer le président réformateur. Mais quand le régime se sent agressé, il se ressoude. Et donc, on voit justement que ces différentes factions alors se rassemblent pour défendre justement leurs intérêts. Et les brèches alors sont très difficiles justement à faire apparaître. Maintenant, les questions qui se posent, c'est de voir sur le temps long, est-ce que des brèches justement ne pourraient pas survenir de par aussi l'ampleur des manifestations si celles-ci continuent, et de par aussi les menaces extérieures. On est aussi face à un régime qui est paranoïaque. Et on voit notamment que les menaces de Trump sont d'ailleurs utilisées par les durs du régime pour prouver, enfin en tout cas dans leur propagande, pour essayer de montrer que regardez ce qui se passe pour le moment, les manifestations sont en fait pilotées par l'extérieur. Donc nous sommes face à une guerre et nous avons alors le droit justement de réprimer fortement parce que nous sommes en conflit. Et donc c'est cette propagande aussi que le cœur du régime va utiliser justement pour asseoir sa répression et aussi décourager toute autre personne d'aller manifester. Alors on sait que ce qui se passe là-bas est extrêmement suivi par une importante communauté iranienne qui vit en dehors d'Iran. Et on va vous proposer justement dans la suite des clés d'entendre la vie d'un Iranien qui vit en Belgique, qui s'appelle Hamid Babaï. Il est venu étudier en Belgique. Aujourd'hui, il enseigne du côté de Lille, dans le nord de la France. Et Sarah Pousset a pris contact avec lui pour voir quel regard lui portait sur la situation actuelle et sur ce qu'il pourrait advenir justement dans la suite. Hamid Babaï est professeur de finance dans une école de commerce et de management à Lille. Cet Iranien est arrivé en Belgique en 2010 pour entamer un doctorat à l'université de Liège.
Mais lors de vacances en Iran, il est arrêté. Son pays lui demande d'espionner d'autres étudiants expatriés en Belgique. Le jeune homme refuse. Il sera alors emprisonné durant 6 ans dans des conditions inhumaines. Libéré en 2019, il peut finalement revenir en Belgique en 2021 et termine son doctorat. Aujourd'hui, son passé de prisonnier politique, il ne souhaite plus le détailler. S'il souhaite s'exprimer, c'est plutôt pour analyser la révolte actuelle en Iran. Je voudrais demander aux hommes d'État et aux femmes d'État belges, européens surtout, de bien connaître le régime d'Iran et mettre fin à la politique de tolérance avec un tel régime. C'est un régime violent qui tire sur le peuple. On est dans un tournant historique. On est dans le point où les États européens peuvent penser à un changement pour reconnaître l'opposition. L'opposition à laquelle Hamid Babaï place ses espoirs, c'est le prince Reza Pahlavi. Depuis les États-Unis où il est exilé, il a appelé pour la première fois la population iranienne à se révolter contre le régime et son appel a été largement suivi. On n'attendait pas à une telle manifestation étendue à travers le pays. Donc, le peuple sont venus en rue et d'une manière spontanée, ils scandaient le gouvernement de Shah, le prince d'Iran qui habite en étranger, voilà, en demandant de lui de revenir au pays, gérer la période de transition pour établir l'état de droit. La période de transition dont parle Hamid Babaï, c'est un plan qui viserait à redéfinir les bases de l'état de droit en Iran avant qu'un nouveau gouvernement n'arrive au pouvoir. Tout le monde souhaite une période pacifique de transition pour établir une nouvelle constitution. C'est indispensable parce qu'on ne peut pas continuer avec la constitution actuelle. Si on veut changer, il faut changer tout. Donc c'est une constitution idéologique. Donc, il faut vraiment avoir un leadership qui peut gérer cette période difficile de transition. Et c'est en la personne du prince d'Iran qu'une partie de la population voit cet espoir d'un avenir démocratique. Accompagné d'un groupe d'experts, il a défini un plan en 100 jours pour changer le régime iranien, notamment avec un référendum sur la forme de système politique attendu par la population. Le prince d'Iran ne croit pas en remettre le royaume au pouvoir. Il a dit à plusieurs reprises, ce que je vais faire, c'est gérer une période de transition pour organiser un référendum. Son but, c'est pas la remise au pouvoir au royaume d'un nouveau dictateur en Iran. Le dictateur est fini d'Iran. Le dictateur actuel ne sera pas remplacé par le dictateur suivant. Le peuple d'Iran ne tolérera plus de dictature. On l'entend, Hamid Babaï analyse vraiment la situation actuelle en Iran comme un moment historique. Des manifestations importantes, une opposition prête à prendre le pouvoir, toutes les conditions sont réunies, il ne manque plus qu'un allié étranger. En fait, ce régime est bien spécialisé dans la répression du peuple. Et je crois que c'est très difficile pour le peuple de renverser le régime, même s'il y a une opposition structurée. C'est pour cela que la plupart du peuple pensent qu'une intervention courte, rapide, étrangère, c'est indispensable. Le professeur en finance voit ainsi d'un bon œil l'intervention des États-Unis. Les événements qui se sont passés au Venezuela, je crois que cela avait fait un bon effet sur le peuple iranien. Au Venezuela, les États-Unis sont venus à enlever seulement le sommet de pouvoir, sans une attaque terrestre. Les pertes civiles étaient minimisées. Cela, je crois que les peuples d'Iran ont cru que voilà, ça peut être possible si les États-Unis peuvent venir enlever le guide suprême d'Iran. Je crois que ça, c'est un événement qui a vraiment encouragé le peuple d'Iran. Hamid Babaï insiste tout de même sur un point. Cette intervention étrangère devrait être rapide et courte pour ensuite laisser le peuple iranien choisir son futur gouvernement.
Voilà le point de vue donc d'Hamid Babaï, en exil ici en Belgique et en France. Ceci dit, on a entendu d'autres personnalités aussi de la communauté iranienne vivant en Belgique et en France être beaucoup plus mesurées sur les possibilités que ce soit le fils du Shah, Reza Pahlavi, qui puisse incarner cette transition, voire opposé pour certains d'ailleurs à toute intervention des États-Unis unilatéralement pour venir s'en prendre au guide suprême de la révolution. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une communauté iranienne qui aurait un avis très clair sur ce qu'il faut faire. Jonathan Piron, est-ce qu'il y a des alternatives claires justement au niveau de l'opposition, de ce qui pourrait venir se substituer au régime en place? Alors, il faut comprendre un peu la diaspora politique iranienne et voir ses différentes composantes pour justement comprendre en fait la place que joue le fils Pahlavi aujourd'hui auprès d'une partie de cette diaspora et aussi de repoussoir en fait qu'il représente. La diaspora politique iranienne, elle est aujourd'hui composée de évidemment des mouvements monarchistes pro-Shah qui sont partis en exil au moment de la révolution de 1979, mais également de mouvements qui ont contribué à la révolution, dans lesquels se retrouvent notamment des mouvements républicains, démocratiques, laïques, qui ont combattu contre le Shah et qui ont été en fait mis dehors, expulsés par les forces de Khomeini. Et puis d'autres mouvements aussi par la suite, qui dans un premier temps ont collaboré avec Khomeini, par exemple les Moudjahidines du peuple, mais qui ont aussi été expulsés, massacrés durant les années 80 par la République islamique et qui aujourd'hui sont en exil. Et donc, toute cette diaspora politique entretient des relations conflictuelles en fait, les unes par rapport aux autres. Et donc vous avez les mouvements qui sont issus de la révolution de 1979, qui ont justement combattu les mouvements pro-Shah et qui donc refusent en fait finalement de revenir vers la personnalité qu'ils ont combattue. On voit aussi qu'il y a une évolution dans le temps qui est particulière, c'est que pendant longtemps, Reza Pahlavi n'a pas essayé d'organiser justement une coordination. Et on voit en fait par contre que depuis plusieurs années, il y a cette tentative de son côté de s'imposer un peu comme le leader naturel, l'avocat. D'ailleurs, il se présentait tel quel, comme étant l'avocat en fait de la population iranienne, notamment déjà durant le mouvement Mahsa Jina Amini, notamment également durant la guerre des 12 jours qui a eu lieu l'année dernière avec Israël, mais où la coordination qui a été mise en place, notamment à Georgetown, a explosé. De par aussi les liens que Reza Pahlavi a entretenus avec Israël, ce qui est en fait inacceptable pour une partie de la diaspora. Aussi, ce qui est nécessaire, en fait, c'est d'essayer d'interroger la popularité de Reza Pahlavi à l'intérieur de l'Iran et comme le régime n'autorise pas les sondages, on n'a pas beaucoup d'informations. On a des idées, on pense qu'il y a peut-être entre 20 et 30% de la population iranienne qui souhaite le retour du fils du Shah, mais pas spécialement en fait avec le rétablissement de la monarchie telle qu'elle existait auparavant. Lui, il semble faire des ouvertures en disant « je ne viens pas pour rétablir la monarchie, mais pour un pouvoir de transition et pouvoir laisser la place à quelque chose d'autre, de plus démocratique ». Donc lui-même semble faire des ouvertures par rapport à cet enjeu-là. Oui, et donc s'il y parvient, ce qui n'est pas encore du tout le cas à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas de brèche à l'intérieur du système, mais s'il y parvient aussi, quels seraient les contacts qu'il pourrait avoir justement avec d'autres fractions à l'extérieur et à l'intérieur de l'Iran? Là se pose aussi la question, avec quand même aussi des partisans du régime actuel qui sont toujours en place. Par exemple, dans les élections qui ont lieu l'année dernière, 13 millions d'électeurs ont voté pour un ultra-conservateur, Jalili, qui défendait notamment le système, voire même qui défendait aussi plus de radicalité à l'intérieur du système. Et donc, le République islamique a toujours un socle social et idéologique qui est bien présent. Ce qui pose aussi beaucoup de questions sur cette transition démocratique et de la manière dont elle pourrait venir. Il y a en fait autour de Reza Pahlavi, à l'intérieur de la population iranienne, aussi une nostalgie de l'époque avant 1979. Une grande partie, une majorité de la population iranienne aujourd'hui est jeune, n'a pas connu le régime impérial, mais voit cette période un peu de manière idéalisée, notamment avec l'idée de l'ouverture que représentait en fait l'Iran à ce moment-là. On pouvait voyager plus facilement, les femmes étaient libres, et tout le côté dictature est oublié parce que c'est cette nostalgie qui est mise en évidence. Et donc ce n'est pas nécessairement une adhésion au projet monarchique, mais c'est peut-être aussi la seule figure qui pour le moment est à disposition des manifestants contre le narratif de la République islamique. Et donc ça peut expliquer aussi en partie les slogans pro-Shah qui sont lancés, mais évidemment il y a aussi une partie de la population qui souhaite le retour du régime impérial. Il y a quand même toujours aussi une certaine assise à l'intérieur de l'Iran, même si c'est très difficile de savoir dans quelle proportion. Un mot alors de la situation géopolitique et de ce qu'a pu dire un Donald Trump en disant moi je pourrais intervenir en Iran et si on continue à s'en prendre à la population, je pourrais frapper en Iran. C'est une possibilité réelle, ça, qu'il y ait une intervention
soit unilatérale des États-Unis, ou alors une intervention coordonnée, que sais-je, sous un mandat de l'ONU, mais qui serait sans doute très difficile à obtenir au Conseil de sécurité, et qui pourrait venir changer la donne de l'extérieur? Alors c'est une possibilité, oui, on l'a vu l'année dernière, les Américains ont frappé les sites nucléaires iraniens, et aussi depuis l'opération Venezuela et l'enlèvement de Maduro, on sait que les fanfaronnades de Trump peuvent être suivies en fait d'actions concrètes. Maintenant, la question qui se pose en fait, c'est surtout pour faire quoi ? Et quel impact ? On sait en fait que la stratégie d'action de Donald Trump privilégie souvent des frappes très ciblées, dans un laps de temps très court, pour aussi jouer très fortement sur la communication politique. Et après, essayer d'affirmer justement que le cours des choses a changé. Or, on sait aujourd'hui que ce genre de frappe contre le régime pourrait très bien ne pas aboutir en fait au scénario proposé qui serait un changement de régime, parce que cela pourrait justement, encore une fois, ressouder les régimes autour de l'idée d'une menace extérieure. On l'a déjà vu aussi par le passé, le régime peut utiliser justement cette menace de conflit comme étant un instrument pour accentuer la répression et supprimer encore plus justement les opposants à l'intérieur du pays. Et donc on est quand même dans cette situation un peu d'impasse, d'autant plus aussi qu'une partie de l'opposition critique ces frappes et ne les demande pas parce qu'ils voient ce qui est arrivé au Venezuela, où effectivement il y a eu l'enlèvement de Nicolas Maduro, mais le régime n'a pas changé. Et donc toute série de questions se posent sur les réelles intentions de Donald Trump et sur la manière dont les choses finalement pourraient évoluer à la suite de frappes, qu'elles soient militaires ou non. On peut très bien aussi cibler par exemple le cyber. On a l'impression du coup en vous écoutant, Jonathan Piron, que c'est extrêmement difficile de pouvoir lire ce qui pourrait se passer. C'est devenu encore plus compliqué aussi avec cette coupure de tous les réseaux Internet où là, le régime parvient quand même à nous couper en bonne partie de ce qui se passe en Iran et de comprendre ce qui se passe. Ce qu'on retient de ce que vous nous avez dit, c'est qu'au fond, le régime il est sans doute menacé à long terme, mais ça pourrait encore prendre du temps. Si on fait un comparatif avec d'autres révolutions dans le cadre d'un système autoritaire aussi verrouillé, par exemple le régime Assad, il lui a fallu 14 ans pour tomber. Et donc en effet, on se retrouve dans cette situation en fait où l'Iran est dans une impasse, dans une paralysie aussi complète parce que le régime est incapable de se réformer et dans une impasse parce que la population ne parvient pas à se coordonner politiquement pour enclencher en fait la dynamique révolutionnaire autour d'une alternative politique. Il n'y a pas une plateforme commune à l'intérieur de l'Iran de revendication. Et donc en fait, on peut se demander si on n'assisterait pas petit à petit à une longue descente aux enfers dans laquelle cette paralysie se maintient et d'où l'événement qui pourrait déclencher les brèches, en fait, serait la mort ou le départ de Khamenei et la crise de succession qui s'ouvrirait. Où on pourrait voir donc des composantes du régime qui, pour le moment, se ressoudent, en fait, entrent en contestation les unes par rapport aux autres parce que le choix du successeur, du système qui remplace le système actuel, n'est pas conforme à leurs attentes. Et donc, en fait, cela créerait alors cette fameuse brèche qui pourrait se connecter avec la population. Mais tout cela reste encore une fois très aléatoire, d'autant plus qu'il nous manque des éléments sur la sociologie politique des manifestations actuelles. Quelles sont les villes qui bougent? Quelle partie de la population? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que c'est intergénérationnel? Et donc, on est en fait dans cette période d'incertitude et où tout le malheur en fait repose sur la population iranienne. Une population qui, on le rappelle, vit sous un régime autoritaire et théocratique, responsable de violations systématiques des droits humains, marqué par de fortes répressions des libertés fondamentales, mais un régime qui, en plus, pour le moment, est aux abois et donc s'en prend brutalement à la population qui se révolte. Merci à Jonathan Piron d'avoir été avec nous pour nous aider à mieux comprendre la situation sur place. Merci à Laurent Nélissen pour la réalisation sonore de cet épisode. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Et si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment à le partager autour de vous.